Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule de Montréal hanté. Aujourd'hui, nous allons parler non pas de spectres, mais de fantômes qui hantent l'imaginaire collectif d'une ville. Montréal hanté, en plus des capsules éthériques chaque samedi en anglais et en français, vous offre des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes paranormaux de Montréal et de la région. Pour en savoir plus ou pour participer, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. La Roche Noire, ou monument commémoratif irlandais, a une place importante au cœur de la communauté irlando-montréalaise. Parfois, une ville peut être hantée par un incident si tragique que de sombres traces indélébiles sont laissées dans l'imaginaire public. Ce sentiment d'être hanté par un passé terrible peut être exacerbé quand le site commémoratif qu'il marque a été mis en danger. C'est le cas pour la Roche Noire de Montréal, le premier monument du monde dédié aux milliers de réfugiés irlandais qui ont traversé l'Atlantique sur les bateaux cercueils en quête d'une vie meilleure en 1847. Ce monument est le gardien du cimetière de la famille irlandaise. Le cimetière est actuellement entrecroisé par une plaie urbaine d'autoroutes, de rails, de stationnements, de pylônes et de panneaux publicitaires. Le site commémoratif est difficilement accessible et se réduit à la pierre noire, un rocher coincé sur un îlot routier. La Roche Noire enfourche deux autoroutes animées sur la rue Bridge dans la zone industrielle. Des publicités tapent à l'œil sur de grands panneaux se reflètent sur le monument commémoratif, encerclé par une clôture en fer forgé parsemée de trèfles en métal. Installé en 1859 après que des ouvriers eurent découvert des restes humains en bâtissant le pont Victoria, la Roche Noire fut tirée de la rivière et placée au cimetière de la famille pour le marquer. Le but du monument y est gravé: préserver de la profanation les restes des 6 000 immigrants morts du typhus en 1847-48. Aujourd'hui, son but est grandement oublié par les milliers d'automobilistes qui passent auprès chaque jour. D'un point de vue de commémoration, le cimetière de la famille irlandaise de Montréal serait peut-être mieux décrit par le mot disgrâce. À l'été 1847, Montréal fut inondé de milliers d'Irlandais réfugiés et désespérés de la famine et vraiment pas préparés à en gérer l'afflux. 1847 est l'année au fil de laquelle 75 000 réfugiés accostèrent le port de Montréal. À l'époque, la population de Montréal n'était que de 50 000 habitants, alors la ville fut complètement débordée. Plusieurs de ces réfugiés faméliques étaient d'ailleurs atteints du typhus. Fuyant la brutale oppression politique en Irlande et la famille, ils ont souffert la dangereuse traversée de l'océan Atlantique dans ce qui fut appelé des cercueils flottants. Jamais conçus pour transporter des humains, ils étaient branlants et faits pour transporter du bois canadien et d'autres produits vers le Royaume-Uni. Mais ils ont pris les réfugiés désespérés pour la traversée de retour, pour un profit supplémentaire. Des centaines de familles affamées empilées sous le pont étaient forcées à vivre dans des conditions insalubres. La nourriture était pauvre et il n'y avait pas assez d'eau pour se laver durant le voyage de 3 mois, juste assez pour boire. Avec des seaux comme cuvettes, les cales de bateaux furent vite contaminés par les excréments. Le nid d'incubation était parfait pour l'apparition du typhus, une maladie mortelle, qui est transmise par des puces et des poux infectés par une bactérie qui se reproduit dans la crasse et se nourrit d'humains. Gratter la morsure lui permet d'entrer dans le flux sanguin et se répliquer. La période d'incubation durait 1 à 2 semaines et les victimes pouvaient s'attendre à une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs sourdes et une perte d'appétit. Le 5e jour, des rougeurs apparaissaient sur l'abdomen et la face gonflait et se congestionnait.
Plusieurs victimes développaient des complications telles un état mental perplexe, des tics musculaires, puis le délire. Le dernier stade était une stupeur profonde, alors que la peau devenait bleu sombre, puis noire avant la mort. Le taux de mortalité montait autour de 30 à 50%. De ces cercueils flottants, des corps infestés furent jetés à l'eau durant la traversée. Des hordes de requins avaient été vues suivre les navires. À l'entrée du Saint-Laurent, ils approchèrent une station de quarantaine sur Grosse-Île, près de Québec. La station fut le site de milliers de morts, mais ne put contenir l'épidémie, et elle fila en amont vers Montréal après que des passagers eurent pris place dans des navires à vapeur. Montréal mettrait fin à leur long voyage océanique. Les rapides de la Chine les empêchaient de continuer vers l'ouest. Les passagers avaient à traverser dans des bateaux plus petits le canal de la Chine. Les défis de la famine s'imposèrent à Montréal en 1847, le 7 juin, lorsque 2304 immigrants irlandais typiques débarquèrent sur les quais de son port. Commençait alors un long et pénible été. La ville était inondée par les êtres les plus misérables et débilités à ne jamais avoir touché ses rives. Mais réfugiés étaient malades, mourants et même s'effondraient sur les quais de la ville dans la chaleur qui cuisait cet été-là. Comme il ne restait que 2 abris depuis l'épidémie du choléra de 1832, les malades du typhus furent déplacés vers les quais de Montréal. En peu de temps, ces abris devinrent des centres surpeuplés, pleins de crasse et de misère. Des corps en décomposition traînaient même dans les champs alentours. Nombreux furent les cadavres enterrés au hasard sur les rives du canal, jusqu'à ce qu'un plan fût conçu pour creuser des tranchées de sépulture près du site. Les Sœurs Grises, situées tout près dans leur maison mère, allèrent au secours des immigrants malades et mourants. Leur compte-rendu peut être lu en ligne aux archives numériques de l'Université nationale d'Irlande à Galway. Recueillis par le Dr Jason King, les annales décrivent les horreurs qu'elles ont vues et vécues là-bas. Selon celles-ci, des centaines de gens étaient couchés, la plupart sur des planches pêle-mêle, hommes, femmes et enfants. Des cadavres entassés dans le même abri alors que d'autres étaient étendus sur les quais ou sur des morceaux de bois jetés çà et là le long de la rive. La mère supérieure Macmillan rassembla ses sœurs pour leur confier la tâche de soigner les âmes infortunées. Visiblement touchée, elle dit à ses exécutantes « Mes sœurs, la maladie est contagieuse. En vous envoyant là-bas, je signe votre arrêt de mort. Vous êtes libres d'accepter ou non. » Ils acceptèrent toutes la mission et allèrent immédiatement aux abris pour soigner les malades et les mourants. Dans la pestilence, elles trouvèrent des patients gémissant de douleur et suppliant pour de l'eau. Les vivants et les morts partageaient les abris sordides avec des orphelins en larmes toujours attachés à leurs parents décédés. Les sœurs firent de leur mieux pour les soigner, mais elles aussi attrapèrent vite le typhus, s'étant moururent. Elles furent remplacées par les sœurs de la Providence qui, à leur tour, furent remplacées par les sœurs de l'Hôtel-Dieu. Les prêtres aussi vinrent bénir, confesser et célébrer l'office au grand risque de leur vie. Le maire nouvellement élu, un bel et compatissant Américain nommé John Easton Mills, passa vite à l'action. Il commanda la construction de nouveaux abris de l'autre côté du canal, dans les environs du pont de la rue Wellington. Dès le début juillet, de nombreux abris couvraient le terrain, dont 10 servaient d'hôpitaux, de salles d'opération, de corderies et 7 autres de cabinets. Les cercueils étaient empilés près des abris et les morts étaient entranchés, la nuit, avec plus de 2 douzaines par nuit enterrés dans les tranchées de sépulture. Les citoyens commencèrent à s'inquiéter après avoir vu une jeune fille amaigrie vêtue d'une robe de nuit tendant une tasse d'acier sur le coin de McGill et Notre-Dame. Ils appelèrent la police et l'envoyèrent aux abris. Les citoyens de Montréal avaient peur que le typhus se répandisse. Quand la maladie se mit à poindre ailleurs dans la ville, une foule en colère se rassembla sur le champ de Mars et menaça de jeter les abris et les victimes dans le fleuve Saint-Laurent.
Le maire urgea la foule à se retenir et tenta de calmer les citoyens avec de nouvelles mesures. Une clôture fut érigée autour du site d'infection et des policiers gardaient les portes afin d'empêcher les immigrants infectés de parcourir la ville. Le canal lui-même formait une autre barrière. Les gardes étaient en poste sur tous les ponts pour mieux isoler les nouveaux venus. Le maire ordonna également que les abris fussent déplacés plus loin de la ville, à un endroit nommé Pointe du Moulin à Vent. 22 autres abris furent bâtis pour servir les victimes et une autre fosse commune préparée à l'ouest. La hausse du taux de mortalité fit creuser plus de tranchées où les victimes du typhus étaient inhumées sans cérémonie au milieu de la nuit. Finalement, le maire Mills se porta volontaire pour soigner les immigrants malades et mourants et pouvait être vu vers minuit allant d'abri en abri en offrant de l'eau et de l'espoir aux patients, ce qui permettait aux médecins et aux infirmières d'avoir plus de repos. Avec la venue des froids de l'automne, le typhus tira sa révérence de Montréal et les survivants partirent soit vers l'ouest en amont du canal, soit vers Griffintown s'ils n'avaient pas les moyens. Le taux de mortalité fut bouleversant. En plus des 6000 victimes irlandaises, presque 1000 résidents de Montréal et au moins 8 prêtres catholiques, 13 sœurs et 7 prêtres anglicans périrent du typhus. Le maire s'éclipsa et les citoyens commencèrent à se demander ce qui lui était arrivé. Il s'avéra que l'homme avait contracté le typhus pendant son service. Selon son médecin, il ne se serait jamais plaint de la douleur et de son infortune. Il mourut le 12 novembre, âgé de seulement 54 ans. Des obsèques minutieuses furent célébrées et il fut déclaré le maire martyr de Montréal pour ses efforts héroïques. On s'est longuement souvenu de l'année 1847 comme d'une grande injustice contre le peuple irlandais à Montréal. Au fil des ans, des plantes et de mauvaises herbes envahirent le cimetière, avec seulement une croix et un tertre pour le marquer. En 1854, les vieux abris de fièvre furent convertis en maisons par Peto Brassey Betts, une entreprise britannique à l'origine du pont Victoria. Le site se réanima lorsque 500 ouvriers britanniques irlandais y entrèrent. Le cimetière adjacent était vu comme un lieu sacré, sans doute parce que plusieurs des ouvriers avaient survécu à la famine et y avaient enterré leur parenté. À l'automne 1859, le pont Victoria achevait sa construction. Quand des restes humains furent accidentellement découverts, les ouvriers étaient si concernés que leurs pauvres compatriotes aient été oubliés qu'ils érigèrent un monument. Selon la légende, les ouvriers irlandais catholiques refusaient de continuer leur travail tant que les victimes de 1847 ne furent commémorées. Le monument prit la forme d'un rocher de granit de 30 tonnes qui fut tiré le long de la rive. Le 1er décembre 1859, l'ingénieur en chef James Hodge supervisait la tâche herculéenne d'installer le monument énorme et rugueux au cimetière. Il fit hisser le rocher sur un pédestal en pierre de 6 pieds où il fut fixé. Le même jour, le clergé anglican supervisa la cérémonie de dédicace. Le fait que le clergé catholique n'était pas invité pour consacrer ce cimetière important, contenant un grand nombre de victimes irlandaises catholiques, fut mal avalé par les Irlandais. Durant la cérémonie, l'évêque anglican Fulford promit que les corps des fidèles reposeraient tranquilles jusqu'au jour de la résurrection. En 1870, le cimetière commémoratif fut transféré de Peto Brassey Betts à l'évêché anglican de Montréal à perpétuité. Des prêtres rédemptoristes se mirent à organiser des visites annuelles au cimetière vers le milieu des années 1880 pour y jouer un requiem pour le repos des milliers d'âmes irlandaises catholiques dont les os y sont enterrés. En 1892, l'ancien ordre des Hibernins de Montréal fut fondé, prenant en main l'organisation de la marche annuelle avec le mandat de protéger le bien-être des catholiques irlandais.
Négligé, le cimetière se mit à se détériorer et The True Witness and Catholic Chronicle s'indignait que les autres herbes emmêlées et les mauvaises herbes prolifèrent sur la parcelle négligée où traîne peu le pied humain. Pour marquer le 50e anniversaire de la famine, un événement commémoratif fut organisé à un niveau jamais vu dans l'histoire des catholiques irlandais de Montréal. En 1897, donc le 19 septembre, un défilé de 50 000 Irlando-Montréalais marcha avec des bannières et guirlandes de l'église Sainte-Anne au cimetière de la Famine, suivi de 20 000 spectateurs. Après un requiem pour les défunts, le père Straub et d'autres déplorèrent que les anglicans refusaient de céder le site pour lui assurer juste maintien et consécration. L'année suivante, l'évêque anglican fut approché par Grand Trunk Railway parce que la compagnie voulait acheter le cimetière de la Famine et en retirer le rocher commémoratif en faveur de ses opérations ferroviaires. Dès que la nouvelle fut reçue, la communauté irlandaise fut outrée. Les intéressés jurèrent d'empêcher par tous les moyens en leur pouvoir la réalisation d'un tel projet. Avec les tensions montantes, tôt le matin du 21 décembre 1900, GTR fit l'impensable. Ses ouvriers ôtèrent la pierre et la transportèrent sur un rail jusqu'au Square St. Patrick, à côté du canal où elle fut installée. Outragée, la communauté irlandaise ordonna le retour du monument à sa place habituelle. Les travaux industriels menés par GTR commencèrent à nuire au cimetière. La compagnie coucha 3 voies ferrées et utilisait une partie du cimetière comme dépotoir. GTR refusait de replacer le monument et commençait à réfuter publiquement que le site fût enfin un cimetière. Le cas fut confié au Conseil des commissaires au chemin de fer à Ottawa, qui conclut en janvier 1911 que GTR pouvait exproprier tout le site d'enterrement à part une petite parcelle de terre de 30 pieds. La pierre irlandaise fut remise à sa place d'origine, quoique sur un terrain plus étroit et petit. Bien que la communauté irlandaise continuât à organiser des événements et des marches, les forces de l'industrialisation ne cessèrent d'empiéter sur le cimetière de la Famine. En août 1942, les ouvriers de la compagnie Kennedy Construction firent une découverte horrible. Alors qu'ils creusaient un tunnel piétonnier près du pont Victoria, ils découvrirent 12 cercueils en pin, pourris, noircis par les ans, dans un long tombeau de style tranché au pied de la rue Bridge. Les os furent enterrés près de la pierre irlandaise dans des cercueils gris plats à la Toussaint le 1er novembre 1942. La découverte servit à réfuter que le site n'était pas en effet un cimetière. Le cimetière subit une nouvelle menace durant la construction d'Expo 67. Le monument, maintenant noirci par un siècle de circulation, avait pris le nom de Roche Noire et au printemps 1966, les urbanistes décidèrent que la pierre devait être déplacée pour permettre la construction d'une voie d'accès routière au site de l'Expo. La communauté irlandaise insista pour que le monument restait en place. Dans un compromis insatisfaisant, les deux parties acceptèrent à contre-cœur une solution partagée. La rue Bridge serait élargie autour de la pierre irlandaise qui agirait de terre-plein entre les deux voies. Suivant les travaux, le monument siégeait bloqué sur l'îlot, avec un site étendu aux deux bouts. La communauté irlandaise avait empêché le retrait du monument une seconde fois, mais le fait qu'une autoroute achalandée l'entourait maintenant n'était pas idéal. Dans les années 90, avec des monuments commémoratifs de la famine érigés autour du monde pour en marquer le 150e anniversaire, des efforts ont été faits pour améliorer le site et la pierre. Les Sociétés d'Irlandais Unis, ou UIS, lancèrent une campagne pour décorer de 128 trèfles, maintenant rouillés, la clôture entourant le site. Une route voisine qui passe près du site fut nommée rue des Irlandais. En 1994, la ville offrit de créer un observatoire clôturé à l'est de la rue Bridge, ce que la communauté irlandaise accepta volontiers. Une plaque fut installée détaillant pour la première fois toute l'histoire tragique de ce site. On y lit «
En 1847, 6000 Irlandais cherchant refuge ailleurs moururent ici du typhus et d'autres maladies, puis furent inhumés dans des fosses communes. La pierre marque le centre approximatif de ce cimetière. Directement à l'est d'ici, 22 abris de secours avaient été construits. Maintes sœurs grises, plusieurs prêtres et même John Easton Mills, maire de Montréal, qui avait soigné les malades, contractèrent le typhus et en moururent. Qu'il repose en paix. Malgré les progrès, il y eut des inquiétudes quant aux améliorations possibles du site. En 2014, la Fondation du Parc irlandais de Montréal a été mise en place afin de proposer un parc commémoratif et culturel de niveau mondial. La Fondation propose d'honorer les acteurs clés de 1847, incluant les 6000 victimes et plus, les Montréalais qui allèrent au secours des immigrants tels que le maire et les Canadiens français qui adoptèrent les orphelins de la famine. En effet, aujourd'hui, environ 40% des Québécois ont des racines irlandaises. Depuis, la Fondation travaille sans relâche à convaincre les différents paliers gouvernementaux et autres intéressés d'aider à son travail. En octobre 2017, Hydro-Québec s'est mis à creuser une série de trous d'essai sur le site, conditions juridiques pour vérifier la contamination du sol. Victor Boyle, président canadien du AOH, avait organisé la présence du père McCrory, un prêtre diocésain, au début des travaux. Celui-ci est un prêtre catholique assigné à la paroisse Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles. Comme la majorité des 6000 victimes inhumées dans le coin en 1847 étaient catholiques et irlandais, le père bénit le site, les ouvriers, la terre, la machinerie et les travaux pour ne pas déranger les défunts. Émus, les ouvriers arrêtèrent leurs machines et l'un d'eux ôta son casque en disant solennellement « Ma grand-mère était irlandaise ». Fergus Case, directeur de la Fondation du Parc du Monument irlandais, mentionna à l'époque « Il faut surtout prendre le temps de mentionner que la compagnie qui fait ces tests se nommait GHD, un entrepreneur d'Hydro-Québec, et que les ouvriers à l'œuvre étaient absolument géniaux. On ne pouvait demander une meilleure collaboration. Ils avaient arrêté leur machine pour que le prêtre fisse sa bénédiction et nous ont dit qu'en toutes ces années de travail, ils n'avaient jamais été bénis. Il semblerait que la cérémonie intime leur plut. Donc, merci au père McCrory, Victor Boyle et les ouvriers du site. Ça semblait être la bonne action à poser alors qu'ils perçaient le sol. On ne s'attendait pas vraiment à ce qu'aucun signe des victimes ne soit trouvé. Mais avec 6000 personnes inhumées là et la façon aléatoire dont les tranchées furent creusées, surtout tard à l'automne 1847, qui sait? L'espoir que la roche noire soit mieux reconnue a grandi récemment. En effet, Hydro-Québec a mis de côté 3,5 acres pour un parc commémoratif conçu par la communauté irlandaise. Selon leur site web, une étude environnementale a été déposée à l'été 2018 et l'approbation donnée par le gouvernement au printemps 2020. La construction devrait être terminée à l'été 2024. En attendant, chaque année, le dernier dimanche de mai, la communauté irlandaise visite la Roche-Noire sous la chefferie de l'AOH. Les discours sont livrés, puis la communauté prend le temps de se souvenir solennellement des chers défunts. L'expérience est décrite comme entente. Selon Victor Boyle, quand tu touches à la roche noire, elle est toujours chaude. Sa texture n'est comme nulle autre que j'ai touché. On ne dirait pas une roche, on sent presque quelque chose qui la traverse. Puis il ajouta, une fois en la touchant, je me souviens m'y être appuyé et avoir eu un sentiment de vie. Ce n'était pas apeurant, mais comme si les racines souterraines la soutenaient. Les gens inhumés ici ne veulent pas être oubliés. Une peinture de Karen Bridgna, du groupe des Sept, capture très bien l'ambiance hantée qui existe à la Roche-Noire. Tout dernièrement, le 9 novembre, Victor a publié ceci sur Facebook. « Wow, le temps file! J'ai commencé à chercher des façons de protéger la pierre avec l'AOH en 2002.
envoyé des lettres, fait application pour une désignation patrimoniale et rencontré plus de représentants du gouvernement que je puisse dire. En 2007, Michael Blanche et sa fille Olivia sont allés à la pierre avec des seaux d'eau d'Irlande pour que le cimetière contienne un peu de la mère patrie. Le dévouement sans faille de Michael pour la création de vrais monuments commémoratifs est un réel succès. Mais comme pour la protection de notre cimetière et des âmes qui y reposent, le travail est sans fin. Nous avons des projets excitants pour l'année 2023. On dirait donc que 2023 et 2024 seront des années importantes pour ce monument et les souvenirs qu'il représente. Pour ceux qui désirent participer à la commémoration l'an prochain, il s'agit d'un événement touchant qui rappelle aux Montréalais à quel point la tragédie de 1847 continuait à hanter la ville à ce jour. La pierre noire a une place particulière dans le cœur des Irlandais de Montréal. Si pour vous elle a une signification particulière, je vous encourage à laisser un commentaire. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune capsule. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas les fantômes qui rôdent à Montréal.